Bonjour, donc je vais présenter Farel Gensi, qui est un étudiant en médecine. Il est né et a grandi au Gabon avant d'immigrer au Canada à l'âge de 15 ans. Il est présentement étudiant en deuxième année de médecine à l'UDEM et auparavant, il étudiait au cégep de Dawson. Un fait intéressant sur lui, c'est que plus jeune, il rêvait de devenir joueur de foot et maintenant, même malgré son âge, en fait, il garde toujours l'espoir qu'un jour il pourrait se faire signer par le Barça. Donc, le titre de la conférence, mon parcours en médecine, les enjeux de la sélection et les défis des premières années d'études. Je passe le micro à Farel. Super, merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Je vais partager ma présentation dans un instant. Parfait. Ok, super. Donc, c'est ça, en fait, comme on nous a dit, je m'appelle Farel Jessie et puis aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours et puis un peu comment j'ai vécu la sélection et puis peut-être quelques conseils sur comment vivre la sélection aussi à votre tour et les défis des premières années d'études en médecine. Juste avant qu'on commence, juste mettre un chronomètre pour éviter d'être trop perdu dans le temps. Donc, parfait. Donc, c'est ça. Je vais vous juste donner des exemples de comment ça s'est déroulé pour moi et puis après, je vais peut-être mentionner quelques trucs que j'aurais aimé savoir durant tout le parcours. Donc, pour commencer, personnellement, j'aime toujours commencer mes présentations avec des conclusions. Je trouve que ça fait bien. On sait déjà dans quoi on s'en va, on sait c'est quoi les messages clés. Donc, vraiment, le message clé principal de cette présentation, c'est de dire que tout le monde peut rentrer en médecine, peu importe notre passé, peu importe ce qu'on a fait avant. Je pense qu'on l'a déjà mentionné. Il y a des gens qui viennent avec des baccalauréats, il y a des gens qui viennent qui étaient musiciens avant et puis qui rentrent en médecine. Donc, c'est vraiment ça le message clé. Et puis, d'autres messages, c'est de s'informer sur le processus. Je pense que c'est la première étape à faire. Donc, pour ceux qui sont déjà là, vous avez fait la première étape. C'est une case de cocher. Et puis, c'est de chercher de l'aide aux besoins aussi, que ce soit académiquement, psychologiquement. C'est un parcours qui peut être dur. Donc, je pense que chercher de l'aide, être capable d'aller chercher de l'aide, que ce soit avec des tuteurs ou autres, c'est important. Et éviter de se comparer. Je vais revenir sur ce point-là peut-être à plusieurs reprises, mais c'est vraiment important d'éviter de se comparer parce que c'est un programme très compétitif et il y a des parcours très impressionnants au milieu de tout ça, donc c'est facile de se laisser intimider par ça. Donc là, je vais juste passer à la prochaine slide. Donc, quelques mots sur moi. C'est ça, je suis né et j'ai grandi au Gabon, en fait. Je suis arrivé au Canada, comme vous l'avez vu peut-être dans le site de la présentation, vers l'âge de 15-16 ans. Et c'est ça, je pense que c'était quand même une période assez difficile pour moi. Je pense que c'était une période charnière dans l'adolescence où parfois on doit déterminer un peu ce qu'on veut faire plus tard dans la vie. Et puis, il y avait aussi l'adaptation au nouveau mode de vie, au nouveau système scolaire, parce que je suis parti du système gabonais qui ressemble plus au système français, au système québécois, au secondaire. Donc, c'est ça. Et puis, c'est aussi des trucs qui sont revenus dans mes entrevues. On en parlera aussi plus tard, mais justement, avoir ces capacités à mentionner des événements qui vous ont marqué, ce que vous avez sorti de ça, c'est aussi important justement lors des entrevues. Ensuite, j'ai fait 2 ans de secondaire ici au Canada. Je suis allé dans une école sur la rive sud de Montréal qui s'appelle Antoine Brossard. Et donc, je pense que tout ce qu'il y a à mentionner sur ça, en fait, c'est que ce n'est pas une école qui est nécessairement très huppée. Ce n'est pas la meilleure école sur la rive sud ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une école privée, c'est une école publique. Donc, juste pour dire qu'on n'a pas besoin d'aller dans la meilleure école secondaire à Montréal pour entrer en médecine. Ensuite, pour le cégep, je suis allé en sciences nature et la raison pour laquelle je suis allé en sciences nature, c'est que je savais plus ou moins ce que je voulais déjà faire à cette époque-là. J'avais la médecine à l'arrière de ma tête, mais après, je n'étais pas trop sûr sur ce que je voulais faire exactement. Je savais que j'aimais les maths et puis j'ai choisi sciences nature parce que c'est un peu un programme passe-partout. Ça permet de faire quasiment tout à l'université par la suite. Et je mentionne la langue parce que j'ai décidé d'aller au cégep en anglais. Je suis allé à Dawson, justement, qui est un cégep anglophone. Et la raison pour laquelle je suis allé en anglais, c'est parce que quand je suis arrivé au Québec, en fait, l'un des trucs qui m'a vraiment marqué dès le départ, c'est la capacité que les gens avaient, en fait, à bien s'exprimer dans les 2 langues. Pour moi, en tout cas, je trouvais ça vraiment impressionnant. Je me disais, un de mes objectifs, c'était de devenir bilingue le plus tôt possible. Et je trouvais que la meilleure façon de le faire, c'était de s'immerser vraiment au maximum dans un milieu anglophone, donc d'aller à l'école en anglais. Donc, c'est ça. J'ai eu la chance, ça s'est bien passé. Donc, pour ceux qui ont peur peut-être de changer de langue, vous pouvez peut-être vous inspirer de mon parcours et vous dire que c'est possible. Par la suite, pour l'université, donc là encore, il fallait choisir un programme. J'ai hésité entre 3 programmes, en fait, à ce moment-là. C'était actuariat pour moi. L'actuariat parce que j'aimais beaucoup les maths. Je trouvais que, en tout cas, j'aimais beaucoup les maths et je trouvais que l'actuariat, c'était un programme où j'avais vraiment cette opportunité d'appliquer ce que j'apprenais en maths dans la vie réelle. J'ai aussi hésité avec la dentisterie que Samuel Sassine a mentionné plus haut. Donc, parce que j'aime l'idée de travailler avec mes mains, d'être un peu plus, je sais pas, de vraiment résoudre des problèmes, mais en le faisant aussi, non pas seulement intellectuellement, mais aussi physiquement. Et puis, au final, j'ai choisi de rentrer en médecine parce que
je trouvais que la médecine m'ouvrait beaucoup plus de portes. Ça me laissait aussi le temps de me découvrir et de trouver ce que je voulais faire exactement. Je trouvais que comparativement à la dentisterie, par exemple, c'était un peu plus, j'étais un peu spécialisé dès le départ et c'est ça. Donc, c'est pour ça que je suis allé en médecine. Donc là, pour continuer, ben, on va aller un peu avec la médecine au Québec. Donc, on va commencer avec la sélection. Donc, comment ça fonctionne? Juste un petit résumé. Il y a 4 facultés au Québec, comme on l'a déjà mentionné. Il y a l'Université de Laval, il y a McGill, il y a l'UDM, il y a Sherbrooke. Et il y a 2 contingents, en fait. Il y a 2 façons de rentrer en médecine au Québec. J'ai vu qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Si vous en avez encore par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser à la fin de ma présentation, je pourrais répondre. Donc, il y a 2 façons de rentrer au cégep, de rentrer en médecine au Québec. Donc, la première façon, c'est un peu comme moi, c'est de rentrer directement du cégep. Et la deuxième façon, ben, c'est de rentrer après un programme universitaire qui peut être de n'importe quelle sorte. Donc, il y a des musiciens qui rentrent en médecine, il y a des pharmaciens qui rentrent par la suite en médecine. Le plus important, c'est d'avoir vraiment les prérequis pour s'assurer qu'on puisse rentrer en médecine. Et les critères de sélection, du moins au niveau d'un cégepien, ça peut parfois varier lorsqu'on rentre au niveau universitaire, selon le niveau d'université, ben, c'est la cotère au Québec. Le CV, c'est juste à l'université McGill, donc là, c'est une université anglophone. Le Casper, et puis les MM, qui sont les mini-entrevues multiples. Et cette année, en tout cas, je vais revenir sur ça, mais cette année, il y a eu quelques changements au niveau des entrevues. Parfait. Donc, on va parler un peu de la cotère. Donc, moi, personnellement, je trouve que justement, c'était bien la présentation tout à l'heure. Ça donnait une idée un peu de c'est quoi la cotère. À l'époque, je ne savais pas nécessairement c'était quoi la cotère. Donc, tout ce que je me suis dit, et je pense que c'est peut-être le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est de juste foncer et puis travailler le plus fort possible pour essayer d'avoir la meilleure note possible. Parce qu'au final, ben, il y a tellement, vous l'avez vu, le calcul de la cotère est assez complexe. On vous compare à d'autres personnes, vous n'avez pas nécessairement ces résultats-là. Donc, commencer à faire des calculs et vouloir calculer soi-même comment je vais faire pour avoir tel cotère, ben, ça peut devenir très tortueux, ça peut vous faire perdre du temps. Donc, ce que je vous conseille, ben, c'est vraiment travailler le plus fort possible et puis essayer de stresser le moins possible par rapport à ça. Et puis, comme je l'ai mentionné ici, ben, c'est important la cotère, mais je pense qu'on l'a répété à plusieurs fois, ça va compter à peu près pour 50% dans la plupart des cas de votre candidature. Donc, la cotère, oui, c'est important, mais ça ne va pas faire une candidature. On peut avoir une extrêmement bonne cotère, mais pas nécessairement rentrer en médecine non plus. Donc, c'est des choses qu'il faut comprendre. Et puis, encore une fois, ben, aller chercher de l'aide si vous en ressentez le besoin. Si vous voyez que ça va un peu plus mal dans une matière, ben, n'hésitez pas à aller voir un tuteur, à aller voir un prof peut-être pendant ces heures libres pour qu'il vous aide, parce que ben, c'est comme ça justement qu'on s'améliore. Ensuite, au niveau du CV, c'est juste, comme je l'ai mentionné, c'est juste à McGill que le CV est pris en compte. Donc, ce n'est pas à sous-estimer pour McGill, c'est vraiment c'est quand même assez important. Mais encore une fois, ça ne fait pas toute la candidature. Pour la petite histoire, moi, mon CV n'était pas nécessairement, je dirais, c'était pas nécessairement impressionnant comparativement à des gens qui avaient grandi ici et qui avaient peut-être, en tout cas, qui avaient eu la chance de participer à certaines activités et certains programmes qui faisaient en sorte que leur CV était un peu plus flamboyant, pour dire. Donc, c'est ça. Sur mon CV, par exemple, il y avait juste les étés où je travaillais dans la librairie de mon père au Gabon, le fait que j'ai joué au foot. Je n'ai pas joué au foot d'une équipe pendant très, très longtemps, donc je n'étais pas un crack du foot ou quoi que ce soit. Le fait aussi que j'ai travaillé dans une librairie aussi au Canada, à Archambault, et puis quelques expériences de bénévolat en tutorat ici et là, mais à part ça, c'était rien de très, très impressionnant. Et puis, c'est ça. Donc, si je peux donner un conseil sur le CV, ben, c'est les implications de longue durée. C'est très, très, très apprécié, ça. Vraiment, ça montre que vous êtes quelqu'un à qui on peut faire confiance, quelqu'un qui, quand il s'implique, ben, il s'implique sur le long terme. Donc, c'est très apprécié, les implications de longue durée. Et puis, pour finir, ben, la cotère, c'est un numéro. Il ne faut pas l'oublier. C'est un chiffre. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Ça ne mesure pas à quel point vous êtes intelligent ou quoi que ce soit. Par contre, le CV, c'est un reflet de vous-même. Donc, n'hésitez pas à y mettre du vôtre, à mettre vraiment comment dire, ce qui vous définit en tant que personne. Si vous aimez cuisiner, par exemple, ben, vous n'avez pas besoin d'être un chef de renommée internationale, mais si vous cuisinez depuis 10 ans, ben, mettez-le que vous cuisinez depuis 10 ans, que vous aimez ça et expliquez pourquoi vous aimez ça. Le Casper, ben, il y a la présentation de Leila juste après, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Juste pour dire, personnellement, je ne pense pas que j'ai nécessairement bien fait mon Casper, donc si vous stressez par rapport au Casper, c'est aussi un seul élément parmi tant d'autres, et puis ça ne va pas défaire une candidature au complet. Donc ensuite, ben, il y a la partie qui peut être quand même la plus stressante, qui est la première en fait, étape de vraie sélection, où là, on commence à se dire, OK, ces personnes-là vont continuer, d'autres personnes ne vont pas continuer, et c'est l'entrevue. Donc, c'est ça. Ben, ça peut soit aller vous pouvez soit avoir un refus directement,
Et ce que je veux dire sur ça, c'est que le refus, en fait, il faut juste faire attention parce que les invitations pour aller aux entrevues arrivent souvent à des moments différents. Comme par exemple à McGill, généralement, ça arrive plus tôt que chez les francophones. Donc, si vous êtes refusé, si vous avez un refus d'entrevue à McGill, ben, faut pas vous décourager parce que ça n'a aucune influence sur votre parcours chez les francophones. Donc, vous pouvez être refusé en entrevue à McGill et être accepté en entrevue chez les francophones. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas eu d'entrevue en médecine à McGill. J'ai eu une entrevue en dentisterie à McGill, mais pas en médecine. Mais j'ai eu toutes mes entrevues en médecine chez les francophones. Donc, c'est ça. Il ne faut pas se laisser intimider par un refus ou l'absence d'invitation. Puis, ben, si vous êtes sur liste d'attente, tout est possible. Et si c'est oui, ben, les conseils que j'ai à donner, c'est vraiment de commencer à s'informer sur le format, le type de station, le nombre de stations, à quoi ça ressemble ces entrevues-là. Aussi faire une introspection. Je pense que ça, c'est vraiment important. Ça m'a aidé. Par là, je veux dire, se poser quelques questions sur vraiment qui on est, comme par exemple, pourquoi je veux rentrer en médecine, qu'est-ce qui ferait de moi un bon médecin, c'est quoi une expérience, par exemple, qui m'a marqué ou qui m'a fait grandir d'une certaine façon. Et puis, autre chose à ne pas sous-estimer, c'est la pratique. Donc, le but de la pratique, c'est pas nécessairement de devenir un robot, mais c'est au moins d'essayer d'acquérir certains automatismes et une certaine capacité à juste, comment dire, argumenter ou développer des arguments, mais de façon cohérente et dans un temps limité. Donc, c'est surtout pour ça qu'il faut essayer de se pratiquer avant les entrevues. Donc, par la suite, ben, la sélection au Québec, la façon dont ça fonctionne, ben, c'est qu'il y a les mêmes filles. Les mêmes filles, c'est les mini-entrevues multiples francophones intégrées. Et ça existait avant Covid, mais maintenant, les francophones n'ont plus d'entrevues. Donc, les entrevues, en fait, c'est une entrevue pour les 3 universités francophones, Sherbrooke, Laval et l'UDM. Donc, il y a juste une entrevue et les résultats sont envoyés aux 3 facultés qui vous ont envoyé des invitations d'entrevue. L'entrevue, son format, c'est 14 stations. Il y a 2 stations de repos, ce qui fait qu'au total, il y a à peu près 12 vraies stations où vous faites vraiment quelque chose. Il y a 2 types de stations, les jeux de rôle. Donc, les jeux de rôle, ça va être par exemple avec des acteurs, on va vous mettre dans des situations des situations qui peuvent être de la vie quotidienne ou qui peuvent être plus complexes que ça et vous allez devoir interagir avec les acteurs. Il y a les discussions aussi où ça prend plus la forme d'une entrevue formelle. Vous avez un interlocuteur devant vous et puis il vous pose des questions et vous répondez à ces questions-là. Et chez les francophones, souvent c'est un peu bizarre, ça peut arriver, ça peut ne pas arriver, mais il y a aussi des tâches où par exemple on peut vous demander de lire un texte et puis de l'interpréter, ou on peut vous demander de voir une image et puis de dire ce que vous pensez de ça. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut savoir sur l'entrevue quand on veut s'organiser pour préparer son entrevue. À McGill, ça s'appelle juste les MM. McGill a sa propre entrevue. C'est 6 à 10 stations et ça inclut les stations de repos. Et à McGill, ben, vous avez l'opportunité de le faire soit en français, soit en anglais. Ce qui est bien parce que chez les francophones, par exemple, c'est juste en français que ça se fait. Moi, personnellement, ben, à McGill, j'allais dans un cégep en anglais, mais j'ai préféré le faire en français parce que c'est la première langue, c'est ma langue maternelle, littéralement. Et donc, je me suis dit, si à un moment je stresse ou si à un moment il y a quoi que ce soit qui se passe, je sais que je serais plus à même de continuer à mieux m'exprimer en français qu'en anglais, par exemple, qui est une langue secondaire pour moi. Et c'est ça. Des trucs dont il faut se rappeler, c'est qu'il n'y a aucune connaissance médicale ou même, je dirais, comment dire, technique qu'on apprend à l'école qui est notée. C'est vraiment des questions, ça peut être, comme par exemple, les questions qu'on peut vous poser, c'est combien de dés est-ce que vous pensez qu'on peut faire rentrer dans cette salle? Ça va être des questions comme c'est, on va vous demander d'expliquer votre raisonnement pour expliquer combien de dés on va faire rentrer dans la salle. Donc, ce n'est pas nécessairement des questions médicales ou des questions qu'on apprend à l'école comme ça. Ensuite, donc c'est ça, ça peut être une partie quand même assez stressante, l'entrevue. Et puis, donc ça m'amène au point de la comparaison. C'est important de ne pas se comparer aux autres. Il y a beaucoup de gens pendant tout ce processus-là n'auront pas l'air stressés, mais je peux vous assurer que tout le monde l'est parce que c'est quand même une étape importante. Au niveau de la logistique, comme vous l'avez vu, il y a une entrevue pour les 3 francophones, ce qui fait que vous pouvez être dispatché dans n'importe quelle ville parmi les 3. Et puis, c'est ça. Donc, c'est juste de vraiment s'organiser, faire ses recherches, se dire que je vais arriver à telle heure parce que mon entrevue, c'est à telle heure. Et comme dans toutes les entrevues, c'est important d'arriver à l'avance. Et puis, avant l'entrevue, quelques petits conseils. La veille, ce serait peut-être de faire des choses qui vous calment, comme de faire du sport, aller regarder Netflix, passer du temps en famille et puis pratiquer pour l'entrevue. Personnellement, je ne le fais pas. Je n'aime pas trop pratiquer proche des moments importants. Donc, mais en tout cas, c'est votre entrevue, donc vous faites un peu comme vous le sentez. Et puis, c'est de bien dormir. Ça peut être difficile, mais il faut quand même essayer parce que c'est important. Et des petits trucs pour le jour J, c'est de porter des vêtements confortables. Il y a des gens qui oublient ça. C'est drôle, mais il y a des gens qui oublient ça. Éviter de boire trop de café et d'eau. Moi, je suis fautif à ce niveau-là. J'ai bu trop de café et d'eau à plusieurs reprises parce que quand je suis stressé, je bois trop de café et d'eau. Et puis, d'aller aux toilettes juste avant l'entrevue, bien sûr. Et un autre truc qui est vraiment sous-estimé, c'est de discuter avec les autres.
ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment à déstresser. Je me rappelle à McGill, ben, je suis arrivé super tôt, il y avait personne encore qui passait les entrevues. J'ai fini par avoir une conversation avec les agents de sécurité sur comment ils ont passé leur nuit la veille. Et puis, même chose à Sherbrooke avant les entrevues, ben, c'était tellement long qu'au final, on a fini par jouer à des jeux de société qu'on s'est inventés comme ça autour de la table. Pourtant, on voulait tous rentrer en médecine. Donc, je dirais que c'est sous-estimé, mais s'il y a une chose vraiment qui peut vous aider à se déstresser, c'est de discuter avec les autres dans la salle d'attente. Donc, post-entrevue, pour moi, personnellement, c'est la partie la plus dure. Je déteste attendre. L'attente est quand même longue, si on veut, c'est quand même quelques mois. Donc, c'est ça. Le point important aussi ici, c'est le sentiment post-entrevue par rapport à votre performance. Donc, moi, pour la petite histoire, ben, après mon entrevue à Sherbrooke, je suis rentré chez moi. Je me suis inscrit directement, après la date limite pour s'inscrire à un programme, je me suis inscrit en actuariat à Concordia. Je m'étais inscrit avant ça en actuariat à l'UDM, mais je me suis inscrit en actuariat à Concordia parce que je me suis dit, bon, c'est cuit, je ne rentre pas en médecine. Au moins, si je dois continuer, ben, je préfère le programme d'actuariat à Concordia plutôt que celui de l'UDM. Donc, c'est juste pour vous dire, finalement, j'ai quand même bien réussi mes entrevues, ce qui fait qu'il ne faut pas nécessairement se fier au sentiment qu'on a juste après l'entrevue. Il faut attendre et puis il faut temporiser. Et puis, c'est ça. Donc, l'attente, c'est ça, c'est très long. Et puis, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez vraiment faire à ce moment-là. Donc, juste essayer de prendre du temps pour vous, de vous dire que vous avez fait votre maximum et puis qu'on va juste voir ce qui va se passer. Et puis, dites-vous que tout le monde est dans le même bateau. Les résultats, ben, il y a le oui, choisir une université. Je pense qu'il faut... J'ai mis ne pas se fier au prestige. Je comprends qu'on peut y aller avec le prestige aussi. Ce n'est pas nécessairement mauvais, mais ce n'est pas la seule chose à laquelle il faut se fier. Il faut aussi essayer de se renseigner sur le programme, sur le curriculum qu'ils ont, sur les options qu'ils offrent. Et puis aussi essayer de poser des questions aux autres étudiants en médecine qui sont passés par là. Et le changement de langue, ben, encore une fois, ben, ça c'est encore plus vrai qu'au cégep, par exemple. C'est que quand vous rentrez en médecine, c'est un nouveau dictionnaire que vous devez apprendre. Et tout le monde est au même niveau, peu importe que ce soit dans votre langue maternelle que vous y allez ou dans une deuxième langue. Pour la liste d'attente, ben, ça varie beaucoup selon les années. Donc, si vous êtes sur liste d'attente en médecine, ça peut aller très, très, très loin. Il y a des gens qui se font accepter carrément à la rentrée en médecine, donc tout est encore possible. Et si c'est un non, ben, encore une fois, les résultats n'arrivent pas nécessairement en même temps. Ce qui fait que si vous êtes refusé à McGill, par exemple, ça ne veut pas dire que vous allez être refusé à l'UDM. Si vous êtes refusé à l'UDM, ça ne veut pas dire que vous allez être refusé à Sherbrooke et vice-versa. Donc, le refus dans une université ne va pas influencer comment dire, vos chances dans les autres parce que de toute façon, les cotations au niveau des entrevues, le poids qu'ils accordent à quasiment chaque donnée dans le processus d'entrevue est différent selon l'université. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'il ne faut pas stresser. Et puis après, même si vous ne faites pas prendre du tout, il ne faut pas oublier qu'il y a quasiment 50% de la cohorte de médecine. Du moins, je pense que c'est à peu près ça le chiffre dans ma cohorte à moi, qui ne vient pas directement du cégep. C'est des gens qui viennent de différents domaines avant ça. Donc, il y a toujours espoir. Et puis, si vous êtes vraiment déterminé à rentrer en médecine, ben, vous avez juste à travailler fort et puis ben, ça devrait fonctionner. Donc, après ça, ben, les premières années de médecine, donc, c'est ça, c'est une grosse adaptation, quantité de matière vraiment impressionnante. Personnellement, je trouve ça très, très théorique. Et puis la question parfois qu'on peut se poser, c'est est-ce que je veux m'impliquer ou pas m'impliquer? Et par là, je veux dire, c'est parce qu'il y a plein de comités, il y a plein d'opportunités en fait de s'impliquer à l'intérieur ou en dehors de la médecine ou en connexe. Donc, c'est ça. Et puis, je pense que la meilleure chose à faire, c'est juste de voir selon son niveau de confort. Est-ce que je me sens confortable à faire ça? Et puis aussi de regarder ses intérêts, se dire, ah ben, peut-être je serais intéressé à aller dans ce groupe-là et à voir ce qu'ils font. Et puis, c'est ça. Mais je pense qu'il ne devrait pas avoir de pression à se mettre à ce niveau-là. Impliquez-vous si vous voulez. Et puis, si vous ne le sentez pas, ben, ne le faites pas. Donc, la comparaison, donc ça, c'est un non, 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 non. Et je rajouterais des noms si je pouvais, mais on n'a pas assez de temps pour faire ça. Donc, évitez de vous comparer. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de parcours impressionnants tout le long, que ce soit du processus de sélection quand vous allez rentrer en médecine et même par la suite, les médecins aussi ont des parcours très impressionnants. Et ça ne sert à rien de se dévaloriser en se comparant aux autres ou de se rabaisser en se comparant aux autres parce que ça ne va pas... dans la majorité des cas, ça va juste vous nuire et pas vous aider dans tout le processus. Et dites-vous que c'est des futurs collègues, donc c'est important de s'entraider les uns et les autres. Pour ceux qui sont au Québec, vous savez déjà la difficulté qu'on a à avoir des médecins et à avoir des médecins. Donc, si on commence déjà à se faire des petites guéguerres pour abaisser les autres, pour faire en sorte que certains médecins sont moins bons que d'autres, ben, je pense que ça ne va pas nuire juste à nos collègues, ça va nuire à toute la population. Et puis, un point important à mentionner, ben, c'est l'imposter syndrome. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un peu ce dont je faisais allusion plus tard, le fait de se rabaisser soi-même en se comparant aux autres, de par exemple se demander ben, pourquoi est-ce que moi, ils m'ont choisi pour rentrer en médecine? Je ne suis même pas si intelligent que ça ou je ne suis pas si bon que ça. Et c'est quelque chose, j'ai écrit ici, l'exception, c'est de ne pas l'avoir parce que c'est quelque chose qui arrive dans la majorité. Honnêtement, ben, je n'ai pas parlé à tout le monde, mais je suis à peu près sûr qu'on pourrait
on pourrait faire un survey, la majorité des étudiants, peut-être même un bon 90% vous dirait que c'est quelque chose qui leur arrive à un moment. Et c'est juste de dire que justement, comme je viens de vous en parler, ça arrive et au moment où ça arrive, ben, c'est de se dire que ben, c'est ça que je suis en train de vivre et puis je vais passer à travers. Et petit rappel, personne ne sait exactement, je connais ma cotère, je connais comment j'ai fait mes entrevues, mais je ne sais pas exactement pourquoi j'ai été accepté. Donc, si je commence à me rabaisser en me comparant aux autres, dont je ne connais même pas comment s'est passé l'entrevue, je ne connais même pas les cotères, ben, ce serait vraiment, comment dire, ce serait pas à mon bénéfice et ce serait pas me faire justice que de faire ça. Donc, c'est ça, évitez de vous comparer, puis restez vous-même. Et puis, ben, c'est ça. Donc, pour finir avec les premières années de médecine, c'est vraiment, il y a aussi l'importance du réseau et du loisir, que ce soit en médecine ou à l'extérieur. Donc, la médecine, vous allez rencontrer des gens impressionnants et puis c'est justement l'opportunité d'apprendre des autres et puis de découvrir de nouvelles personnes. À l'extérieur aussi, c'est important. La médecine peut prendre beaucoup de place dans votre vie. Donc, c'est important de garder des liens ou des attaches à l'extérieur de la médecine pour plein de raisons qu'on pourrait énumérer, mais que je ne vais pas énumérer. Mais donc, c'est ça, garder des attaches à l'extérieur de la médecine. Et la médecine, c'est différent du cégep. Donc, le cégep, ça peut sembler comme un sprint. C'est 2 ans, on essaye d'y aller, on essaye de donner le maximum et pour rentrer dans le programme dans lequel on veut rentrer. Et c'est ça. Mais la médecine, par contre, c'est un marathon, ça prend beaucoup d'années. C'est pour ça que je reviens avec les emojis, parce qu'il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des moments où ce sera un peu comme ça. Mais c'est vraiment de continuer à travailler fort et puis de continuer à push through en anglais. Et donc, c'est ça. C'est vraiment ça que je peux donner comme conseil pour les premières années. Et je pense que là, on revient sur ma slide de départ, qui est la conclusion, mais qui est aussi mon message clé, que tout le monde peut rentrer en médecine. Puis c'est important de s'informer sur le processus, de chercher de l'aide quand on en a besoin, et puis, encore une fois, d'éviter de se comparer aux autres. Merci. Alors, juste comme ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai aussi mis une petite, si vous avez accès au PowerPoint, j'ai juste mis quelques petites ressources, donc les sites Internet des facultés. Et puis à Laval, ils ont un bon programme d'étudiants ambassadeurs. Vous pouvez poser des questions directement aux étudiants en médecine de l'Université de Laval. Et puis si vous voulez, donc, vous pouvez me contacter moi si vous avez des questions sur l'UDM ou juste sur le processus d'admission en médecine. Oui, très, très belle présentation, très enrichissant. On avait plusieurs questions. La première question qui était, est-ce que tu as eu des difficultés à performer en maths, chimie, physique, en anglais à Dawson, puisque ton enseignement de base était en français? Donnez-moi juste un instant, j'essaie de voir comment sortir du partage d'écran sur Zoom. Ça ne va pas me laisser sortir du partage d'écran. Donc là, vous voyez encore ma présentation. Parfait. Bon, ok, c'est bon. J'ai réussi à faire ça. Je vais répondre à la question dans un instant, qui est super. Donc, c'est ça. Donc, la question, c'était sur la difficulté à performer dans certaines matières, c'est ça? En anglais, ok. Oui. Personnellement, je pense pas que j'ai eu tant de difficultés que ça. Oui, au début, ça pouvait paraître assez intimidant parce que j'avais regardé j'avais eu 2 ans pour regarder des films en anglais et puis je peux pas vous citer le nombre de films que je comprenais même pas en anglais que j'ai regardé, mais en tout cas, c'est pas grave. Mais je pense que l'adaptation se fait quand même bien. Il faut juste s'assurer peut-être d'être capable de se dire, je regarde un film et je comprends ce qu'il dit sans les sous-titres. Et à partir de là, je pense que tout peut bien se faire parce que la majorité des termes qu'on apprend aussi au cégep, oui, c'est des termes que certains ont peut-être vus s'ils sont allés en anglais, mais c'est aussi des termes que la majorité des gens n'ont pas vus parce qu'encore une fois, c'est un nouveau dictionnaire qu'on apprend au complet. Et donc, c'est ça, je n'ai pas vraiment trouvé de difficulté. Puis la science, en tout cas, c'est ça que moi j'aime de la science. La science, c'est très simple. Un terme veut dire une chose et puis c'est ça, c'est très simple, c'est très droit comme affaire, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment, c'est pas le moment de jouer avec des mots parce que ce mot-là veut dire tel mot. Donc, dans les matières scientifiques, c'était pas difficile. Dans les matières un peu plus littéraires, peut-être ça me prenait plus de temps pour écrire des dissertations, mais après, il y avait d'abord, les profs sont conscients que ça prend du temps et puis ils vont te noter sur la qualité en fait de ton argumentation plus que peut-être, oui, l'éloquence, on va dire, à un certain point, mais ils vont noter plus sur la qualité de ton argumentation que sur les bons mots que tu utilises dans tes phrases. Et un autre truc aussi, c'est que pour ceux qui vont aller en cégep en anglais, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de francophones. Ce qui fait que même les profs anglophones sont habitués à recevoir plein d'étudiants francophones. Et il y a plein de programmes pour vous aider, dépendamment d'où vous allez au cégep. À Darson, il y en avait au moins. Et donc, c'est ça. Oui, merci pour répondre à la question. On avait aussi une autre question qui demandait c'est quoi un CV impressionnant? De quoi constitue un CV impressionnant? Ouais, mais je sais pas, on est tous impressionnés par différentes choses. Mais pour moi, par exemple, quelqu'un qui a fait, je sais pas, qui est allé
Je vais revenir au foot, mais en tout cas, qu'est-ce que vous voulez. Donc, pour moi, quelqu'un qui est allé, qui a fait les provinciales ou qui a joué dans l'équipe canadienne de foot, même si c'est les moins de 16 ans et tout, pour moi, déjà, c'est quelque chose d'impressionnant. Je pense qu'on peut tous se faire impressionner par différentes choses. Il y a des gens au cégep qui ont commencé à faire de la recherche, alors que ben, moi, j'ai commencé en médecine, disons. Donc, pour moi, déjà, c'est des trucs quand même assez impressionnants, je veux dire. Et c'est ça. Mais encore une fois, justement, je reviens sur ce point-là, on ne se compare pas. Parce que c'est pour ça que je l'ai trouvé aussi impressionnant, parce que j'arrêtais pas de comparer avec mon CV. Peut-être mon CV aussi avait des choses impressionnantes dont je ne me rendais pas compte. Une autre question qui a encore aussi un rapport avec le CV, c'est que est-ce que le fait de ne rien faire à part ses études, ça peut justement impacter ton CV? Euh, Déjà, ce n'est pas un conseil que je donnerais, ne rien faire à part les études, parce que sur le long terme, ce n'est pas nécessairement une bonne façon de fonctionner. J'ai essayé, et je peux vous dire que c'est très mauvais. Donc, c'est ça. Mais ensuite, ça ne va pas nécessairement impacter votre CV. Par contre, ça peut impacter l'application à McGill qui est beaucoup plus, qui accorde quand même un pro au CV. C'est la seule justement qui a les CV. Euh, à l'UDM et dans les autres universités francophones, ça ne devrait pas normalement impacter parce qu'ils n'ont pas de cotation pour le CV. Par contre, le bénéfice que vous gagnez peut-être de faire des choses à l'extérieur, c'est aussi l'expérience. C'est juste de gagner en maturité, de vous mettre dans des situations qui sont un peu plus complexes. Parce qu'après, ben, les entrevues, c'est un peu ça, ils essaient de vous déstabiliser avec des situations complexes. Mais si vous avez déjà vécu certaines situations, ou si vous êtes habitué comment dire, à vivre certaines situations un peu plus complexes que vous pouvez vivre même dans votre vie personnelle. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est pas nécessairement faire des choses à l'extérieur de la médecine, mais c'est juste que à l'extérieur de l'école, mais c'est juste que le fait de faire des choses à l'extérieur de l'école, ça permet d'obtenir un peu toutes ces qualités qui sont pas, comment dire, qu'on n'apprend pas nécessairement sur les bancs de l'école. J'avais aussi une autre question qui demandait, ben, en fait, c'est une étudiante en droit qui demandait comment on faisait pour évaluer la cote R. Comment, en fait, elle a passé son bac et elle voudrait appliquer en médecine, mais elle se demandait comment ça se faisait avec la cote universitaire pour avoir une entrevue. Ok, Comment elle ça, faisait c'est pour une avoir bonne question. Je ne suis pas vraiment bon à ce niveau-là. Ce que je sais, c'est que, comme on l'a mentionné plus tôt, ils ont une certaine cotation qu'ils font. C'est un genre de. Ils essaient de traduire un peu la cotère. Ben, pas la cotère, en fait, la cote universitaire. À ce niveau-là, si elle a un bac, c'est plus une cote universitaire. Mais ils essaient de traduire ses notes, donc sa cote universitaire qu'elle a. Elle a sûrement une cote universitaire dans le programme d'où elle vient ou un GPA. Et ils essayent de traduire ça en ce que ça pourrait représenter pour une cote universitaire à l'UDM. Et c'est ça, donc c'est à partir de là qu'ils se basent, c'est à partir de ça qu'ils se basent pour faire les acceptations. Ils pourraient toujours se renseigner s'ils ont en médecine, on Les, appelle ça des TGDE, mais des secrétaires et tout ça, mais ouais. Léla avait peut-être Oui, bien, si, précisé. je peux peut-être intervenir parce que Farrell a passé par le cégep, comme il a dit, mais moi, j'ai fait un baccalauréat avant d'appliquer en médecine. Puis, ce qu'il dit, c'est tout à fait vrai. Donc, tous les différents programmes universitaires, les différents bacs sont cotés de manière différente dans les différentes universités. Donc, vous allez recevoir des notes en lettres pendant votre parcours universitaire de A+ jusqu'à D. Et puis, vous allez avoir une moyenne. Puis, la moyenne va être cotée de manière différente, dépendamment de la différente université. Donc, par exemple, pour moi qui avais appliqué à partir de mon baccalauréat en biochimie, quand j'ai appliqué dans les différentes universités au Québec, les différentes universités m'assignaient une cote universitaire basée sur leur échelle. Donc, j'avais une cote universitaire différente à Laval, à Sherbrooke, à Montréal et puis aussi à McGill. Donc, c'est différent de la cotaire. Ce n'est pas universel pour toutes les universités comme c'est pour les cégeps. Par contre, pour le droit, je l'ai écrit dans le chat, mais je vais le réitérer. Les différents programmes, dépendamment de leur niveau de difficulté qui est perçu par la faculté, vont avoir des meilleures ou des pires cotes pour les mêmes notes. Le bac en droit est très bien coté dans toutes les universités. Donc, si vous complétez votre bac en droit avec des bonnes notes, vous avez des très bonnes chances de au moins avoir une bonne entrevue, une entrevue bookée à toutes les universités en médecine. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup d'avoir répondu à la question. On avait aussi une autre question qui demandait comment ça va fonctionner les années préparatoires pour la médecine. Ok, d'accord. Ben, pour ça, en fait, j'ai oublié, je ne l'ai pas mentionné dans la présentation pour ne pas la surcharger, mais il y a l'UDM et McGill qui ont des années préparatoires obligatoires quand on vient du cégep. Pour le contingent universitaire, dépendamment du programme dans lequel ils étaient avant, ils n'ont pas besoin de faire l'année préparatoire. S'ils étaient dans un programme qu'ils appellent Connex, ils n'ont pas, comme par exemple pharmacie, ils n'ont pas besoin de faire l'année préparatoire. L'année préparatoire, c'est pour des gens qui viennent du cégep ou qui viennent de l'université, mais dans un programme qui considère comme non connexe à la médecine. Et l'année préparatoire,
est juste obligatoire à McGill et à l'UDM. Laval, c'est un peu entre les deux. Ce que Laval fait, c'est que tu peux choisir de soit faire ta médecine en 5 ans ou en 4 ans. Ce qui revient un peu avec le 5 ans, c'est comme si tu faisais une année préparatoire. Sherbrooke, par contre, c'est 4 ans, peu importe le niveau, peu importe que tu viennes du cégep ou de l'université. Et puis l'année préparatoire, ben, à l'UDM, ils l'ont changé. Ils l'ont changé après mon année, ce qui fait que c'est un peu différent maintenant. Mais en gros, c'est une année assez drôle. En tout cas, pour quelqu'un comme moi, je trouvais ça très théorique. C'était absurde comment c'était théorique et comment on essayait de nous faire rentrer tout ce qu'on pouvait nous faire rentrer dans la tête. Mais c'est aussi moi la façon dont j'apprenais n'était pas nécessairement la meilleure façon d'apprendre. La façon dont j'approchais la matière, je voulais tout mémoriser et puis c'est pas nécessairement la meilleure façon d'approcher l'affaire. C'est mieux de comprendre et puis d'être confiant qu'on a compris plutôt que d'essayer de tout mémoriser. Donc, c'est un peu ça l'année préparatoire, ça ressemble à ça. C'est des cours d'anatomie, c'est des cours de physiologie, c'est vraiment des cours de base juste pour s'assurer que tout le monde est au même niveau. Mais cela dit, c'est une année qui est quand même vraiment utile, je trouve. Donc, c'est ça, c'est une année qui est quand même utile si vous venez à l'UDM, du cégep ou d'un programme non connexe. Merci. On a eu aussi une autre question qui demandait comment ça s'est passé un peu ton parcours au cégep, même si tu l'as déjà expliqué dans ta présentation, et si tu avais des conseils pour bonifier la cote R de quelqu'un. Le truc, c'est que au cégep, je sais pas, au cégep, j'étudiais et puis je travaillais à part ça. Donc, c'était un peu ça mon parcours et j'ai pris tous les cours de sciences nature comme quelqu'un de normal. Et c'est ça, j'essaie de travailler fort dans les matières que j'aimais peut-être un peu moins, les matières où ça allait, comment dire, je me sentais peut-être moins à l'aise. Par exemple, j'aimais les maths, ce qui faisait qu'en maths, ben, j'étais juste content d'être là et puis je faisais bien mes affaires et ça fonctionnait. Donc, j'étais chanceux à ce niveau-là. Pour les matières que je trouvais un peu plus difficiles, ben, c'est ça, je mettais les heures, je mettais un peu plus d'heures. Je me disais, OK, ben, si ce travail est à remettre, ben, je vais le faire un peu plus tôt. Je vais m'assurer de bien réviser. Si j'avais, par exemple, ah oui, c'est ça, par exemple, si j'avais une première note dans une matière, ben, j'allais voir le prof après, je lui demandais pourquoi j'ai eu cette note, qu'est-ce que j'aurais pu changer, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment pour avoir une meilleure note. Donc, je pense que c'est des petits trucs comme ça, vraiment utiliser. Parfois, on a peut-être un peu peur d'aller approcher les profs et on se dit que oh, ben, je vais le déranger, peut-être ma question est stupide, mais regarde, ta question, c'est ta question et puis tu peux pas, comment dire, tu peux pas sortir moins intelligent en posant ta question. Donc, juste pose-la et puis tu sortiras dans le pire des cas au même niveau et c'est ça. Donc, je pense que c'est vraiment ça. C'est juste de mettre les heures et quand on ne comprend pas, de s'assurer que d'aller chercher de l'aide, comme j'ai dit, en fait. D'aller chercher de l'aide quand on voit que ça ne va pas. D'accord, on va y aller avec une dernière question qui demandait est-ce que c'est mieux pour entrer en médecine, d'avoir eu un bac international ou un bac simple? Par bac simple, on veut dire quoi? Est-ce qu'on veut dire. Est-ce que Je- baccalauréat international, on veut dire un bac français, c'est ça? oui, sûrement un bac, je pense, une étude hors Québec. Un baccalauréat international plutôt qu'un bac. Ah, ok, un bac. Ah, ok, d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Donc, vous voulez dire un baccalauréat international dans le sens où vous allez d'une école française et ils vous donnent un baccalauréat international versus un baccalauréat d'une école locale, c'est ça? Si on veut, Sûrement, qui oui. utilise un peu le système français. Honnêtement, je ne sais vraiment pas. C'est une question quand même c'est une question assez spécifique. Je ne me suis jamais penché sur ça. Je dirais que si vous êtes accepté, si vous travaillez fort et que vous êtes accepté, ben après, vous êtes accepté. C'est ça, vous êtes là parce que vous le méritez. Donc, ça devrait bien se passer normalement. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient levé leur main, Nabiela et Michel. Moi, c'est juste pour préciser qu'un BI, c'est pas la même chose qu'un bac français. Moi, j'ai fait le BI à Brébeuf. Et le BI, c'est un programme québécois que tu fais au Québec. Et c'est juste que c'est juste que le BI te permet d'aller étudier partout dans le monde par rapport à un DEC qui te cale au Québec. C'est ça le truc. Et un BI, c'est toujours en 2 ans. C'est un programme intensif. Tu peux pas le rallonger ou le raccourcir. Et les cours sont déjà choisis pour toi. Donc, tu peux pas Ok, choisir de cours. C'est un programme assez fixé. ok, je comprends. Bon, donc, pour répondre à ça, en fait, juste pour ma part, à Dawson, c'est pas nécessairement l'équivalent, mais on avait ce qu'on appelait Honors. Honors, c'était un peu, ils faisaient sciences nature, mais c'était juste un groupe aussi d'étudiants qui étaient dans la même classe et qui suivaient justement un programme assez fixe. Nous, on avait une certaine flexibilité dans la façon dont on pouvait choisir nos cours, mais eux, c'était vraiment fixe. Et comment dire, je me rappelle la première session, je me suis pas fait prendre à Honors, pourtant j'avais tous les critères et je trouvais ça un peu décevant. Je sais pas, en tout cas, j'étais un peu perturbé par ça, donc je suis allé voir
Je suis allé voir une secrétaire, elle m'a dit que je pouvais appliquer la session suivante. Mais en parlant pendant la session à des gens, je me suis rendu compte que ça servait, qu'en tout cas, que pour rentrer en médecine, il n'y avait pas une si grande plus-value que ça. Encore une fois, pour mentionner la question de la comparaison, il faut connaître aussi qui on est. Personnellement, moi, je préfère être dans ma ligne, comme un sprinter, être dans ma ligne, travailler fort de ma façon. Si j'ai besoin d'aide, je vais aller chercher de l'aide, mais travailler fort de ma façon et puis éviter dans un environnement où tout le monde va me rappeler à chaque fois que moi j'ai étudié tel jour, moi j'ai étudié tel jour, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Donc je trouve que c'est comme ça que j'aime fonctionner, ce qui fait que pour moi, honors, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. J'ai fait mon cégep régulier, sciences nature, comme n'importe quel étudiant. Et puis, j'avais probablement les mêmes notes que des gens en honors. Mais c'est ça, je suis rentré en médecine. Et à Dawson, c'est la même chose. Je connaissais pas nécessairement tant de gens que ça. Juste pour la petite histoire, à l'UDM, on est à peu près, on doit être 6 ou 7 de médecine. Et puis, il y a une personne qui sont allés à Dawson. Il y a une personne de honors et puis le reste des 6 ou 7, on était juste dans le programme régulier de sciences nature à Dawson. Ce qui fait que je pense que ça revient au même. En fait, le baccalauréat international ne garantit pas d'entrée en médecine. Si vous voyez que vous aimez la compétition et que ça vous stimule, allez-y. Si vous voyez que vous n'aimez pas ça, juste faites comme moi et puis allez dans votre programme régulier et faites de votre mieux. Merci, Farel. Je pense qu'on va arrêter là pour les questions. Si vous avez des questions, il a mis son email dans sa présentation, donc vous pouvez toujours aller lui écrire pour lui poser les questions. Et on va passer à la prochaine présentation.